Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme souvent, pour parler des 69, ces franco-israéliens francophones qui ont participé au rayonnement ou au développement de l'État d'Israël. Et 69, on le rappelle, est en référence à l'âge de l'État d'Israël. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, Jacob Kaplan, tout simplement parce que j'étais à l'école Yavneh, que le secondaire de l'école Yavneh s'appelle le lycée Jacob Kaplan. Le primaire, c'est Henri Chili. Et les deux étaient des grands rabbins qui ont énormément, qui ont changé en fait le judaïsme français, puisqu'à la fin de la guerre, ils se sont occupés d'une communauté meurtrie et ils ont tout simplement reconstruit le judaïsme français. Et je dois dire, on enregistre aujourd'hui cette émission alors que ce matin a été enterré Josie Eisenberg, qui lui aussi faisait partie de ces personnes qui ont tellement fait pour la reconstruction du judaïsme français. Et non seulement ça, mais aussi parce qu'à la fin de la guerre, le judaïsme français était un véritable désert. Et ce sont des personnes qui ont fait énormément. Et donc, on va parler aujourd'hui de Jacob Kaplan. Voilà. Et avant de parler de son action après la guerre, on va parler de son action pendant les deux guerres mondiales. Une action absolument exemplaire, pour le coup pas de juifs, mais de français. Oui, parce qu'il faut rappeler que le grand rabbin Jacob Kaplan est né en novembre 1895 à Paris et qu'il est décédé en 94, voilà, si je ne m'abuse. À 99 ans. Voilà, donc, et il a demandé en 1914 à être mobilisé comme simple fantassin dans le 411e régiment d'infanterie. Il voulait se battre comme ses amis français. Alors, il demande à se battre comme ses amis français, mais il faut savoir, sa famille était originaire de Lituanie, mais il faut savoir il va être admis au séminaire israélite de France, donc à la rue Vauquelin en 1913. Moi, j'ai grandi dans ce quartier et la rue Vauquelin, c'était ma communauté. Et quand vous entrez dans la synagogue de la rue Vauquelin, ce qui est très impressionnant, c'est que, à gauche de l'entrée dans la synagogue elle-même, il y a une grande plaque avec laquelle j'ai grandi à nos frères morts pour la France. Et c'est une plaque qui date de 1918-1919 qui a été apposée et on y voit les noms des élèves rabbins qui ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. Et il faut dire que Jacob Kaplan, lui, est resté en vie, mais il faisait partie donc de ces hommes qui sont allés se battre pour la France. Et on peut même raconter que en 1915, à la veille de l'offensive de Champagne, il a reçu une lettre, Jacob Kaplan, du grand rabbin de France à l'époque, Albert Lévy, qui lui propose d'être aumônier israélite sur un navire hôpital, ce qui lui aurait permis d'échapper aux dangers et aux batailles de la guerre. Et voilà ce qu'il dit lui-même de cette proposition, Jacob Kaplan. On vous écoute. Il ne faisait pas l'ombre d'un doute que si j'acceptais, je serais beaucoup moins exposé qu'en restant au front comme combattant. D'un côté, comme aumônier, je savais que je pourrais rendre bien des services. D'un autre côté, des considérations d'ordre moral m'obligeaient à rester au front. Je sentais profondément que parce que, étant juif, je devais rester avec mes camarades. Donc, je pense qu'il représente une vraie pensée juive, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, de cette époque, de ces juifs. Donc, lui, en l'occurrence, il n'est devenu juif, il n'est devenu français ses parents n'étaient pas français, ses parents étaient lituaniens, donc lui, il est né en France. Mais pourtant, ce patriotisme très important, très fort, et la compréhension qu'on est français et on va tout faire pour... Voilà, exactement. Il va d'ailleurs recevoir une croix de guerre après la Première Guerre mondiale, mais aussi après la Seconde Guerre mondiale. Jacob Kaplan, il va là aussi s'impliquer. Entre-temps, il va recevoir son diplôme de rabbin en 1921, après la guerre. Il va d'abord exercer à Mulhouse, puis à la synagogue de Nazareth à Paris en 1928, et enfin à la grande synagogue de la Victoire en 1933. Qui ne sont pas très loin l'une de l'autre. Absolument. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Si, ils sont pas très loin. Ouais. Non, là, je confonds. Il y a Nazareth, à côté de la Victoire. C'est pas très grave. Voilà. Alors, il va être nommé auxiliaire du grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça ne va pas l'empêcher d'être mobilisé en septembre 1939, encore une fois. Il va être mobilisé, donc là, il est moins jeune, hein, il a déjà 45 ans quand il participe à la bataille de France en 1940, et il va rejoindre en juillet 1940 le grand rabbin de France à Vichy, puisque c'est là que siège le gouvernement de Pétain.
Hein. Et il va d'ailleurs jouer un rôle actif. Il va s'opposer aux décisions gouvernementales discriminatoires à l'égard des Juifs. Jacob Kaplan, il va s'impliquer. Il va publier en 1940 un ouvrage, Racisme et judaïsme, qui, comme son autre ouvrage, Témoignage sur Israël, va être inscrite sur la liste des livres interdits sous l'occupation. Alors, il faut dire que c'était un rabbin qui avait énormément de courage, parce que pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, en particulier, pour son courage pendant la Première Guerre mondiale, ça on en a déjà parlé, puisqu'il s'est porté volontaire, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, alors, il faut être vraiment courageux pour, à voix haute, s'exprimer en faveur du peuple juif, alors que tout autour, toute la région ambiante est complètement en défaveur et n'est pas en faveur des Juifs. Voilà. Absolument. Il va d'ailleurs être interdit de résidence à Vichy par un arrêté de René Bousquet du 20 juillet 1942. Il va partir à Lyon. Voilà. Il va s'en sortir. Il va recevoir une deuxième croix de guerre, d'ailleurs, pour son implication dans la Seconde Guerre mondiale. Et après la guerre, vous l'avez dit en début d'émission, sa principale préoccupation va être de remettre sur pied la communauté juive décimée. Alors, une des histoires les plus connues autour du grand rabbin Kaplan, c'est l'affaire Finali. Ce sont 2 enfants juifs qui sont confiés pendant la Seconde Guerre mondiale à une institution catholique et en particulier à une femme qui, elle, va baptiser les enfants et va refuser de les rendre à leur famille après la guerre. L'opinion publique mondiale va être remuée par Jacob Kaplan, qui va intervenir auprès de Monseigneur Touvet et du cardinal Gerlier. Tout simplement pour permettre le retour de ces 2 enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire qui est très, très, très connue et qui ne fait que refléter la problématique de tous ces enfants juifs qui ont été cachés ou bien qui ont été confiés pendant la guerre et qui ne sont pas revenus à leur famille après la guerre. C'est aussi, je crois, une histoire exemplaire de coopération, surtout à cette époque-là, entre les communautés juives et chrétiennes. Et en particulier, puisque c'est avant Vatican II. Nous sommes avant Vatican II et il faut savoir entre autres pourquoi cette femme ne voulait pas rendre ses enfants, puisque dans la tradition catholique, à partir du moment où un enfant a été baptisé, il devient chrétien, donc on n'a pas le droit de le rendre à une famille juive. Donc c'est très courageux. Tout ce qu'il a fait, les enfants vont retourner, ils vont partir en Israël d'ailleurs, chez leur tante, je crois. Voilà, en 1955, Jacob Kaplan, qui va continuer son œuvre d'œuvrer pour les communautés juives qui souffrent à cette époque-là, il va cette fois aider les Juifs d'Afrique du Nord. Alors d'abord, il devient grand rabbin de France en 1955, il prend la place de Isaïe Schwartz. Et ensuite, à partir de 1961, il va s'occuper de rapatrier, d'aider au rapatriement des Juifs d'Afrique du Nord, qui vont en quelques années doubler la communauté juive française. Et qui vont peut-être changer la face. Sans eux, peut-être que le judaïsme français serait inexistant aujourd'hui. Ils ont véritablement apporté un apport extraordinaire, une richesse qu'on attendait. Et heureusement que les séfarades sont arrivés. Je dis ça avec mon nom cœur finquiel, mais j'ai de la séfaradie dans mon corps, dans mon sang. Voilà. Il faut dire qu'il va être grand rabbin de France jusqu'en 1980. Absolument. Et à ce moment-là, il a 75 ans à ce moment-là. Voilà, il va mettre fin à ses fonctions et on ne peut pas se quitter sans rappeler qu'il est le père de 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Lazare Kaplan, Francis Benjamin, Myriam Ashkenazi, devenue Régine Moog. Voilà. Il va décéder donc le 5 décembre 1994 à l'âge de 99 ans. Et pour ceux qui habitent Paris, vous pouvez chercher sur Internet. Il y a une place de Paris qui porte son nom. Vous pourrez vous aussi aller découvrir cette place Jacob Kaplan. Voilà, merci Eliana. Merci Ève, au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.